Professeur Onangini, bonjour. Bonjour, docteur Richard Macron. Merci d'avoir accepté une fois de plus l'invitation de Wafrica TV. Nous voulons échanger avec vous autour de trois thématiques qui intéressent la communauté universitaire et les chercheurs dans leur globalité, quel que soit leur champ d'expertise, quel que soit leur territoire d'extraction. La première préoccupation est relative à la thèse. La deuxième préoccupation, elle est relative aux méthodes en sciences sociales. Et la troisième, elle est relative à la neutralité, la fameuse neutralité axiologique, la neutralité du discours scientifique. Nous allons commencer par la thèse. Professeur, qu'est-ce qu'une thèse? Avant de revenir peut-être précisément sur la thèse de doctorat, qu'est-ce qu'une thèse et à quoi renvoie l'idée de thèse? La thèse, c'est un exercice de pensée, de réflexion et de recherche à travers lequel celui qui la soutient doit défendre une position. Il doit défendre cette position en utilisant une argumentation rationnelle, une argumentation qui n'est pas seulement fondée en logique, mais qui est également fondée de manière concrète, de manière empirique. La thèse, fondamentalement, résulte de ce qu'on appelle la dissertation. La thèse, c'est une forme élaborée de la dissertation. D'ailleurs, de manière commode, on appelle souvent la thèse de doctorat une dissertation doctorale. Cet exercice est né dans les institutions qu'on appelle commodément les universités. Seulement les universités ont une histoire visible et une histoire invisible. L'histoire visible, c'est que l'institution qu'on appelle l'université est née en Europe de l'Ouest et du Sud entre le 11e et le 12e siècle après Jésus-Christ. Elle est née particulièrement en Italie avec l'université de Bologne. Plus tard, il y aurait aussi l'université d'Oxford, de Londres et de Paris. En réalité, l'institution de l'université n'est pas née de manière absolue en Europe de l'Ouest et du Sud et n'est pas née de manière exclusive en raison d'une invention par des acteurs issus donc de ce que nous appelons aujourd'hui les sociétés occidentales. L'université, qui s'est développée en Occident en affirmant une certaine originalité, a aussi à voir avec des institutions qui se développaient dans le sillage de la civilisation islamique, notamment dans ce qu'on appelait les madrasas. Et avant même que naisse l'université de Bologne, il y avait déjà dès le 9e ou le 10e siècle, dans l'Europe arabe, l'Europe du Sud, sous colonisation arabe, exactement sous colonisation arabo-afro-berbère, il y avait des centres de réflexion et de recherche dans les civilisations d'Europe du Sud, notamment en Andalousie. À Cordoue, à Séville, il y avait déjà des choses qui en réalité ont beaucoup à voir dans la création de l'université. Il faut savoir que ce sont les promoteurs de la civilisation qu'on appelle commodément arabo-musulmane qui ont été les récepteurs de la pensée platonicienne et aristotélicienne. C'est eux qui ont conservé le souvenir de cette pensée platonicienne et aristotélicienne, lesquelles pensées furent développées dans deux institutions qui étaient déjà des préfigurations de l'université, l'Académie pour Platon
et le lycée pour Aristote, qui eux-mêmes étaient héritiers du gymnase. En fait, derrière cette tradition où il y avait des espaces réservés à la pensée, à la réflexion et à la science, il y a une transmission. Et cette transmission-là, elle vient bel et bien des maisons de vie égyptiennes, de ce qu'on appelait les pères en cou, les maisons de vie égyptiennes, qui étaient des espèces de temples d'université. Je crois qu'aujourd'hui, il est bien établi pour ceux qui ont une connaissance de la pensée de Platon et d'un certain nombre d'autres auteurs grecs, qu'ils ont été formés dans ces maisons de vie. Et là-bas, il y avait des exercices qui se rapprochaient déjà de ce qu'on peut appeler aujourd'hui la dissertation de recherche. Voilà un peu d'où vient cette tradition. Maintenant, la thèse de doctorat qui se développe consiste donc pour un apprenant qui est auprès d'un maître à développer une discussion sur un sujet que cet apprenant doit pouvoir maîtriser. Et comme les sciences de l'époque avaient une large coloration scolastique, la thèse prenait justement la forme d'une dissertation qui était largement spéculative. Mais comme dans ces universités-là, à partir du XIIe et du XIIIe siècle, d'autres traditions vont se développer pour contrebalancer la scolastique platonico-aristotélicienne. On va voir que se développe aussi à travers les sujets qui sont donnés à certains apprenants, qu'on appelle aujourd'hui des doctorants, dans les universités, et des sujets ayant une connotation fortement empirique et fortement opérationnelle, par exemple pour les étudiants en médecine. C'est comme ça qu'à côté de la dissertation spéculative, va se développer aussi une dissertation qui est plus attentive à ce qu'on peut appeler l'observation. Voilà. Mais professeur, la thèse donc telle qu'elle apparaît aujourd'hui n'est donc pas finalement une nouveauté. Quand un maître était consacré dans l'Égypte antique, quand on l'appelait docteur, ça équivalait à quoi? C'était le docteur de la loi, c'était celui qui avait atteint un haut niveau d'expertise dans un domaine. Ça équivalait à quoi à cette période-là et dans les grands empires ouest-africains que vous avez étudiés? Bon, pour ce qui est de l'Égypte, le maître, c'est ce qu'on appelait le neb. Le neb, c'est le maître. Maître dans tout type d'art ou tout type de science. Et les sciences et les arts en Égypte étaient diversifiés et étaient conçus à partir d'une architecture générale qui renvoyait à ce qu'on appelle les seketa ou les secheta, si on peut traduire la science sacrée. En fait, la science dérivant de la connaissance des mystères du monde, des mystères de la nature. Et dans cette logique, déjà, deux de ces sciences étaient considérées comme fondamentales. Il y avait les mathématiques et il y avait la théologie, ou plus exactement la théophilosophie. Le docteur de la loi que vous évoquez, c'est plutôt dans la tradition musulmane qui s'est développé. Et le docteur de la loi, c'était particulièrement dans les sciences théologiques qui tournaient autour de la réflexion et de la connaissance du livre sacré, du Coran. C'est cette tradition-là qui s'est développée par transmission en Afrique de l'Ouest avec la mise en place des grands empires afro-musulmans, à l'image de l'empire du Ghana, à l'image de l'empire du Mali, puis de l'empire Songhai. Et effectivement, il y a une tradition importante de lettrés, avec également de véritables universités à Tombouctou et à Gao, et avec des figures qu'on a déjà pu évoquer, comme la figure d'Ahmed Baba ou d'Abdul Karim Al-Magouli. Voilà. Professeur, d'où est née l'idée de faire un lien entre l'obtention d'une thèse
Et l'idée de lumière, dans la plupart des ouvrages philosophiques anciens, on considère que, on fait d'ailleurs souvent le lien dans la mythologie grecque avec l'Odyssée d'Icare qui va voler le feu aux dieux, avec un certain nombre d'images où on lit la cession à ce niveau de connaissance, à l'obtention de la lumière, au fameux fiat lux, d'où est née l'idée de ce que celui qui avait la thèse était porteur de lumière. Est-ce que c'est toujours équivalent finalement à l'accession à une forme de lumière? Oui, disons que cette idée d'illumination par le savoir qu'on a eu à acquérir, est une idée assez ancienne aussi. C'est une idée qu'on retrouve dans les pérancles, les maisons de vie égyptiennes. C'est une idée qu'on retrouve aussi dans les civilisations mésopotamiennes, parce que les temples là-bas, qu'on appelle les ziggourats, sont également des lieux de formation à la science. Contrairement à ce qu'on peut penser avec un regard actuel, la science et le sacré ne sont pas des choses qui sont absolument incompatibles et des choses qui sont résolument opposées. Les lieux où s'est formée la capacité de l'homme à donner une assise théorique et une assise épistémique à la pratique de la science sont aussi les lieux de formation aux arts et aux sciences spirituelles. C'est donc dans ces temples où en fait s'exerçait l'initiation au savoir que l'idée que la connaissance donne accès à une certaine forme d'illumination est née. Puis évidemment, c'est passé dans la tradition gréco-romaine et c'est passé également dans la tradition gréco-arabo-musulmane. Et à partir de la tradition gréco-arabo-musulmane, ça a rejoint la tradition euro-occidentale. Et la tradition euro-occidentale elle-même, par le fait colonial, a diffusé cette orientation en direction des autres continents, même si dans ces autres continents, il existait également des formes de savoir et de science. Finalement, professeur, on a l'impression que la dimension un peu mystique qui était accolée à l'idée de thèse tend à disparaître. On avait l'impression que dans le processus de formation de l'être, on avait comme une dimension un peu technique, mécaniciste, une dimension pédagogique, didactique, et plus tard on arrivait à une dimension qui était initiatique. À ce moment-là, vraiment, cette formation se faisait intramuros, et on avait l'impression qu'on capacitait l'apprenant de certaines connaissances qui faisaient qu'il puisse finalement entrer dans la lumière. On a l'impression que cette dimension, peut-être ésotérique ou mystique, tend à disparaître dans l'idée qu'on se fait de la thèse. Oui, dans une certaine mesure, cette manière de voir et de faire recule, mais en réalité, elle ne disparaît pas. Jusqu'à l'heure actuelle, si vous observez bien les rites qu'il y a autour de la formation doctorale, les rites qu'il y a autour de la consécration magistrale dans les universités, ils ont conservé ces éléments-là qui se sont particulièrement cristallisés dans le Moyen-Âge européen en suivant aussi les mouvements de la société, c'est-à-dire dans la relation entre le doctorant et son professeur, il y a quelque chose qui est analogue à la relation qu'il y a entre l'apprenti et le maître. Et dans la relation qu'il y a entre les doctorants et les docteurs, il y a quelque chose de l'ordre de la relation entre l'apprenti et le compagnon. Et dans certains créneaux de formation, jusqu'à ce langage-là, de type initiatique est demeuré. Il n'y a qu'à voir un peu la manière dont les choses se passent dans les créneaux de formation agrégatiale. Ces mécanismes
qui ont au moins une forme initiatique sont demeurés. Cela dit, effectivement, le développement des universités dans le cadre de l'Europe de la Renaissance a fait que les éléments de sécularisation des savoirs se sont effectivement renforcés. Tout ceci à partir de ce qu'on peut appeler la révolution nominaliste, qui commence à se cristalliser entre le XIIe et le XIIIe siècle après Jésus-Christ, avec des grandes figures comme Guillaume d'Occam. Et puis, cette révolution nominaliste entraîne dans son sillage ce qu'on peut appeler la révolution empiriste ou alors empiriste et rationaliste, avec une figure comme Roger Bacon, qui commence donc à développer une certaine manière de voir la science qui est débarrassée en fait de la structure de pensée scolastique. On sort donc de la logique de l'argument scolastique. Aristote a dit, Aristoteles dixit, pour entrer dans une logique qui est une logique de l'observation et de l'enquête systématique. Mais professeur, quand on regarde donc les différentes traditions universitaires, on a l'impression que dans la partie indo-asiatique, dans la partie euro-occidentale, en Amérique, les traditions diffèrent quelque peu. On a l'impression, nous qui observons de loin, vous qui avez peut-être fréquenté dans ces univers, votre point de vue peut être différent, que en Europe, l'évolution de l'université est très liée à l'évolution de l'Église catholique. Ou bien il y a un lien quand même parce qu'à un certain moment, certaines réflexions universitaires, certains travaux universitaires se font dans le cénacle, se font à l'église, se font dans les communautés ecclésiastiques. Et finalement, on a l'impression qu'il est plus facile à celui qui a fait des études de théologie d'accéder. C'est comme s'il y a un pont, un passage très facile dans ces univers-là entre l'université et l'église. Et finalement, c'est ça qui permet peut-être que la dimension initiatique et la dimension rite restent peut-être renforcées dans ces univers-là. Quel est votre point de vue? Oui, mais en fait, les choses sont, de ce point de vue, assez complexes. Autant l'Église, si on peut l'appeler comme ça, a contribué en partie à l'éveil scientifique et à la promotion de l'académique, autant l'Église à certains moments s'est opposée à certains développements de cette activité scientifique une fois que les orientations et les thèses qui étaient développées semblaient contraires au message de l'Église. C'est toute la polémique qui a tourné autour de figures comme Giordano Bruno, dont les conceptions astronomiques étaient complètement en déphasage avec toute la théologie chrétienne et catholique de la création. C'est la fameuse théorie de l'évolution aussi. Le même conflit qu'il y a eu avec Galilée, effectivement autour de la question de savoir si c'était la Terre qui tournait autour du Soleil ou alors si c'était le Soleil qui tournait autour de la Terre. Le débat sur ce qu'on appelle le géocentrisme et l'héliocentrisme. Bien entendu, au moment où on arrive au XIXe siècle à certaines conceptions scientifiques comme les conceptions darwiniennes sur l'évolution, évidemment, il y a des tensions, mais en réalité, à ce moment-là, le mouvement de sécularisation est déjà suffisamment avancé parce que le monopole de la chrétienté catholique a été rompu par la Réforme, dont les conditions ne sont plus exactement les mêmes. Toujours est-il qu'en même temps, l'Église catholique a aussi joué un rôle effectivement fondamental dans le développement de l'activité scientifique. Et d'ailleurs, ce sont des moines catholiques qui en réalité ont créé cette révolution nominaliste qui va venir mettre en question la scolastique platonico-aristotélicienne et donc créer les conditions de l'évolution vers à la fois le rationalisme et puis le positivisme. Voilà un peu ce qu'on peut dire. Maintenant, il faut aussi
dire que dans les mouvements de construction des universités, s'il y a un foyer dominant qui vient de l'Église, il y a également des foyers professionnels. Les foyers professionnels, par exemple, pour les études de médecine, ce sont les médecins. Il y a également pour les études de droit, il y a aussi les avocats. Par exemple, dans son livre sur la sociologie du droit, Max Weber montre bien le rôle que les communautés d'avocats ont eu dans la mise en place des études juridiques. Professeur, le fait qu'il y ait une forme de banalisation dans le rite, dans la consécration du docteur aujourd'hui, on voit que dans certains pays, il y a une systématisation de cette ritualisation, l'habillement du nouvel entrant dans le corps, dans le magistère, la toge, l'épitoge et tout cet apparat, le processus justement d'organisation de la défense de sa thèse, tout ça participe quand même d'une ritualisation qui donne un certain cachet de solennité à l'opération. Est-ce que ça n'a pas, c'est pas aussi une conséquence finalement de la démocratisation de nos sociétés où on a l'impression que on veut tuer les mythes partout où ils existent? Non. Il faut distinguer la question de la massification numérique ou statistique, c'est-à-dire l'accroissement significatif du nombre de docteurs, qui est un phénomène purement empirique, de la question des rites, du rite de consécration, qui est ce qu'on appellerait dans la logique d'Arnold Wallengenep un rite de passage, et, que Pierre Bourdieu appelle un rite d'institution, qui est le passage de l'état d'apprenant, de doctorant, à l'état de docteur. Les mécanismes rituels, ils sont toujours là. Et ces mécanismes rituels, en réalité, sont ce qui luttent contre ce que vous appelez la banalisation. Si l'institution universitaire tient à maintenir cette espèce de liturgie à l'issue de la soutenance de thèse, c'est toujours pour marquer que le doctus, c'est le produit d'un cheminement qui est un cheminement particulier. Le doctus est celui qui est porteur de savoir. Et ça n'implique pas seulement des devoirs en termes de connaissances, des devoirs épistémiques. Il y a des devoirs éthiques. Quelqu'un qui est un docteur de l'université, quels que soient les titres, PhD, docteur d'État, docteur d'université, docteur de nouveau régime, tout ce que vous voulez, doit se tenir d'une certaine manière. Et le rite de consécration qui est organisé à l'issue de la thèse est là précisément pour lui dire qu'on lui a donné un titre qui a une certaine valeur et il doit pouvoir honorer ce titre. Voilà. Pour finir, est-ce que la thèse hier, c'est la thèse aujourd'hui? En termes de contenu, de solidité, quand on lit de Tractatus, de Acte Sobre Philosophandi, de Guillaume Amo, et quand on lit, par exemple, la thèse de Gottlieb Leibniz sur l'Odyssée de Dieu et tout ça, est-ce que la thèse hier, c'est la thèse aujourd'hui? Oui et non. Oui, parce que la même exigence de construire un regard rationnel sur un sujet demeure. La même exigence de s'organiser pour répondre à une question centrale, comme on dit, accompagnée de questions auxiliaires ou d'une problématique, demeure. Non parce que, au fur et à mesure que le temps passe, l'exigence est devenue complexe, notamment en raison du développement des sciences empiriques, qui ne sont pas seulement des sciences qui restent dans l'ordre de la spéculation ou de la réflexion. Ça fait que l'enquête qui est exigée au doctorant est une enquête qui est plus contraignante, puisqu'il lui faut faire un travail de collecte des données, un travail de collecte des données
qui le conduit précisément à avoir une relation plus forte avec la dimension description et observation, et à ne pas seulement rester dans la dimension de la lecture savante. Le docteur n'est plus un simple lecteur qui est là pour lire des textes, pour commenter des textes, pour donner son avis sur des textes. C'est également un observateur, quelqu'un qui va observer des faits et qui doit les observer dans une logique spécifique, parce que l'observateur doctoral n'est pas l'observateur journalistique, ce n'est pas non plus l'observateur ou l'enquêteur policier. Il observe à partir d'une rationalité qu'on peut appeler commodément une rationalité universitaire ou une raison universitaire. Il y a donc une combinaison entre des exigences de systématisation par la pensée et la réflexion, puis des exigences de systématisation à partir d'observations qu'on analyse, qu'on interprète et qu'on explique selon les domaines de connaissances. Parce que les exigences d'explication ne sont pas exactement les mêmes entre les sciences de la forme, c'est-à-dire les sciences du raisonnement, logique et mathématique, les sciences de l'observation de la nature, sciences physiques, chimiques, biologiques, et puis les sciences culturelles et sociales, tout ce qui est donc de l'ordre de l'anthropologie, ce qu'on appelle l'ethnologie, la sociologie, psychologie, sciences politiques, géographie, histoire.